Nous sommes aujourd'hui lundi 8 décembre 2025. Mesdames et messieurs, chers internautes de Joursia Web TV, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de cet entretien politique de la semaine. Et donc, nous allons décrypter l'actualité politique du 1er au 7 décembre dernier. Le paysage politique béninois a été particulièrement animé. Décision gouvernementale, repositionnement en vue des élections générales de janvier 2026 et pour un culminant, une tentative de coup d'État déjouée le 7 décembre dernier en studio avec mon invité que vous allez découvrir dans un instant. Et nous le découvrons, je suis avec Jules Léandre Kitty. Bonjour. Bonjour Rafiatou Mamadou, bonjour à toute l'équipe de Joursia Média. Avant donc de me soumettre à vos questions, fait une fière chandelle à Joursia Média qui quand même a montré de grandes capacités de résilience et beaucoup d'efforts, de détermination pour offrir de belles et bonnes choses aux internautes. J'ai le bonheur de vous lire tous les jours parce que vous m'avez fait l'honneur de me mettre dans votre répertoire de diffusion et je reçois vos informations. Vous êtes au top de l'information et ensuite de l'innovation quand même. Et cet effort d'être dans les normes imposées par les institutions de régulation, je pense que c'est une bonne chose. Et vous savez que j'ai de multiples raisons d'être fier de vous et de vous dire tout mon soutien. Merci beaucoup, Jules Léandre Kitty. Vous êtes un acteur politique, mais avant, vous êtes un communicateur. Journaliste encore? Spécialiste en communication politique et chroniqueur politique, c'est mieux. Et donc, je suis plus dans l'exercice quotidien de la profession. Sinon, j'allais vous demander votre cas de presse. Bon, voilà. On se connaît maintenant. Yes. Alors, nous allons parler de l'actualité politique essentiellement, les sujets qui ont meublé la semaine écoulée. Alors, on va commencer par le gouvernement qui a validé plusieurs décisions, notamment la création d'une commission nationale de toponymie et de mémoire pour moderniser et harmoniser les noms des lieux, l'agrément de 2 projets d'investissement structurants, dont un éco-parc de loisirs à Abomey-Calavi et un projet lié au gazoduc industriel autour de Glodjibé. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces différentes décisions issues du Conseil des ministres du mercredi dernier? Julien Kitty. Je pense d'abord que c'est une preuve supplémentaire de ce qu'on a affaire à un gouvernement qui, malgré les tempêtes, fonce droit avec détermination sur des projets qui impactent les populations et qui nous rendent davantage fiers. Et quand je parle de projets qui nous rendent davantage fiers, lorsque, pour parler en français facile, un gouvernement décide d'œuvrer pour la rebaptisation des places importantes. Vous voyez, les places, les monuments, les avenues, tout ça, c'est des signes de fierté, d'authenticité, d'originalité pour un pays. Imaginez qu'une place qui portait jusque-là le nom d'une icône de la Bulgarie, de la Russie, de la France, on les aime bien. On a été à une époque où c'était nos grands maîtres et tout, et on les a lus. Il y a de grands noms qu'on a lus dans les œuvres. Il y a de grands noms qui ont réalisé de grandes choses. Mais imaginez que ces places portent désormais des noms de héros nationaux, comme disent place Béhanzin, place Bioguera, place Amazon. Vous voyez comment ça fait? Bien sûr, ça fait plaisir. Personne ne viendrait à l'esplanade de l'Amazon qu'on a là, personne ne viendrait là aujourd'hui pour nous dire que, quoique l'Amazon soit un nom
eh bien, dans le dictionnaire français, vous voyez, parce que l'histoire du Bénin a été marquée par les guerrières, les Agodji, qu'on appelait les Amazones, eh bien, ça colle à notre histoire, à notre pays. Imaginez que toutes ces places-là soient... Et quand vous parcourez Cotonou, on n'a pas idée de combien de places sont baptisées, de noms de personnes que parfois nos enfants ne connaissent pas. Je prends, Il y en a plein. je prends l'exemple de... La rue Jean-Paul II, par exemple. Voilà, place Lénine. On ne connaît pas. Moi, pendant que moi j'allais à l'école, j'étais encore plus jeune. Quand on nous appelait, on nous apprenait le marxisme-léninisme, le prolétariat, tout ça. C'est dépassé aujourd'hui. Nous, on ne va pas être en 2025. Nos enfants aujourd'hui qui ont la possibilité d'accéder à ça, à toutes les informations, qui sont capables de faire histoire-géographie sur leur téléphone, au point de se demander s'ils ont encore besoin du professeur d'histoire-géographie, eh bien, que ces enfants-là, nous, on continue de leur dire qu'il y a une place qui s'appelle Lénine, qui s'appelle, peut-être Karl Marx, tout ça. Non, il faut revenir à nous et que l'enfant puisse se retrouver dans l'histoire qui est la sienne. C'est une très bonne chose. Voilà un gouvernement qui joint l'acte à la parole parce que depuis le début de son règne, le président Patrice Talon, en présentant son programme d'action du gouvernement, avait dit qu'il avait pour l'ambition d'amener le Bénin à se révéler à lui-même et à se révéler au monde. C'est ça. Donc, le Bénin authentique. C'est ça que vous voyez transposé également dans le domaine touristique ou le domaine de l'événementiel, où vous avez des initiatives comme les Vaudou Days, avant de dire que le vaudou tu fais partie du patrimoine culturel, touristique, culturel et culturel. Ouais. Et on en était un peu gêné parce qu'on pensait que c'est une manière de se déclarer agent ou fils du diable. Aujourd'hui, voilà, on en est plus... On a des vaudouisants qui sont fiers de l'être. Et il y a beaucoup qui quittent les 4 coins du monde pour venir. On a Vaudou Days en janvier, mais vous n'avez plus de place dans les hôtels à Ouida. C'est ça. Aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que c'est une très bonne initiative, ce projet-là. Et puis, parlons toujours du développement d'urbanisation et de facilitation de la vie à nos populations pour qu'il y ait un développement intégré de nos cités. Vous voyez, c'est Glodibé, c'est dans Calavi. D'accord? Et il y a déjà des initiatives. Quand on parle d'éco-parc, vous voyez, les enjeux, oui, les enjeux environnementaux aujourd'hui vont de pair avec les enjeux touristiques. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas demander aux gens d'être dans de bons cadres agréables et tout. Ça participe de l'assainissement de l'environnement, ça participe de la bonne santé. Mais en même moment, pour que l'être humain, dans ce cadre, dans cet écosystème-là, puisse avoir des comportements qui facilitent la pérennisation de ce bon cadre-là, il faut penser aux intérêts et au bien-être de l'homme lui-même. Donc, il faut rendre le cadre agréable, rendre ce attrayant, et que ce soit un cadre qu'il peut utiliser pour se distraire. Tu vois, pendant longtemps, on a pensé qu'il fallait simplement faire des sièges en béton dans des jardins au bord des voies pour que les gens fréquentent. Mais vous avez observé que ça ne fait pas chose parce que les gens qui venaient s'asseoir là, sauf des tourtereaux qui voulaient se faire à part cette catégorie de personnes, vous n'avez pas des gens qui venaient là. De vous et moi. Bon, alors, mais ceux-là, aujourd'hui, quand on dit éco-parc, il faut que il faut aller découvrir quelque chose de nouveau. Aller découvrir quelque chose, avoir des gens qui vous aident à agrémenter votre séjour, à être dans la ville d'Abomey-Calavi qui désengorge Cotonou et qui ne va pas continuer à être une cité dortoir. Il faut que les gens vivent à Abomey-Calavi, travaillent à Abomey-Calavi et puis se défoulent à Abomey-Calavi pour ne pas faire le trajet à Abomey-Calavi-Cotonou forcément. Et regardez à Abomey-Calavi aujourd'hui, et voilà un gouvernement qui a une perception assez intégrée et futuriste du processus de développement. C'est pendant qu'on est en train de délocaliser dans Topa une bonne partie vers Abomey-Calavi, c'est pendant qu'on est en train d'installer des infrastructures assez importantes et modernes à Abomey-Calavi,
qu'on estime que des gens qui vont fréquenter ces milieux-là, pour ceux qui ne voient que jusqu'au bout de leur nez seulement, qui pensent que le fait d'amener Dantopa ici va poser un problème. Non. Il suffit de créer les conditions pour que des gens vivant à Abomey-Calavi puissent obtenir tout ce qui est comme facteurs collatéraux de Dantopa à Abomey-Calavi pour que les gens soient à l'aise. C'est justement ça qui fait la commerçante, là, il y a beaucoup de commerçantes, de commerçants qui avaient construit leur maison à Akbakba, dans la zone de Misebo, à Brigamé, à Saint-Cécile, là, simplement parce que Dantopa était proche d'eux. C'est ça. Ils ont encore les moyens de s'installer à Abomey-Calavi. Pourquoi pas? Et de créer tout le cadre qu'ils veulent à Le marché de gros, on dit. Et donc, que le marché de gros, pour ces personnes-là, ils ne sentent même plus la distance. Alors, pour vous et moi, qui avons déjà, pendant que ce n'était pas aussi agréable, décidé de nous installer à Abomey-Calavi, et d'y vivre pleinement. Nous sommes au siège de Josia Media, qui se trouve à Abomey-Calavi. Vous avez choisi, vous avez pris le courage. C'est pas facile de décider ça. Vous pouviez décider de rester à Cotonou. Mais vous êtes venu vous installer ici. C'est également une manière de savoir que les conditions vont être créées. Donc, il y a également le projet de gazoduc industriel qui va s'installer autour de la commune de Glodibé, là où nous sommes actuellement. Mais c'est dans la même dynamique. Vous voyez, quand vous dites développement économique, d'accord, et que vous n'accompagnez pas ça, la disponibilité de tout ce qui est énergie. C'est qu'il y a échec. Vous n'êtes pas dans le développement. Même tous les partenaires qui viennent dans un pays, si la question énergétique n'est pas réglée, ils ne sont pas à l'aise. Et donc, voilà un gouvernement, et dites-vous, c'est un gouvernement qui est à quelques encablures de ça fait. Mais on n'était pas habitué à voir des gouvernements comme ça qui travaillent jusqu'à la dernière minute. C'est la preuve que, en fait, la population est au cœur de la préoccupation de ce gouvernement. Donc, pour moi, je dis bravo au gouvernement qui n'a pas décidé de s'inscrire dans le système vous et là des fins de règne où on est là pour mettre le grappin sur l'argent de l'État sans réaliser de grandes choses parce qu'on estime que bientôt on va partir. Il faut se mettre dans la tête, comme je le constate au niveau du président Patrice Talon et de son gouvernement maintenant, qu'il ne faut pas regarder sa personne. Il faut se dire, je travaille, je suis au service d'une nation et jusqu'à la dernière seconde, je travaille et avec l'espoir que celui qui va me remplacer va pouvoir poursuivre tout ce que j'ai fait de pertinent. Je pense que c'est pourquoi il faut comprendre aussi l'acharnement du chef de l'État, le président Patrice Talon, à vouloir que, quel que soit celui qui va le remplacer, là où il a déposé la barre très haut, celui-là puisse commencer par là. Va continuer. Au lieu de reprendre à zéro comme nous faisions. Et si dans la commune d'Abomey-Calavi ou dans le département de l'Atlantique, nous avons eu la chance d'avoir le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest, le PIC. Il s'agira, le CHIC, pardon, voilà, le CHIC. Il s'agira pour les départements de la Takora et de la Donga d'avoir des centres hospitaliers réhabilités. Mais la santé, c'est un pilier important du bien-être des populations. On ne saurait parler de développement sans santé. C'est pourquoi d'ailleurs, on nous a appris à l'école, c'est connu de tous, que quand on a voulu citer les 5 besoins fondamentaux, on a cité la santé dedans. Parce que celui qui se porte très bien, le citoyen, il est apte à travailler pour produire la richesse. Alors, voilà un gouvernement qui, en plus d'améliorer la qualité du plateau technique dans la plupart des centres de santé, en plus d'améliorer les questions d'éthique au niveau du système sanitaire, parce que je ne peux pas vous mentir, j'ai les preuves aujourd'hui que, vous voyez, quand le gouvernement était en train de prendre des décisions du genre, un médecin ne va pas travailler, un agent de santé ne va pas travailler dans le secteur privé et en même temps le secteur public ou négliger le public. C'est ça. Beaucoup trouvaient que c'était très dur. Aujourd'hui, maintenant... c'est quand même normal.
pendant qu'on faut que chacun se concentre sur là où il est. Donc, vous allez dans un centre public aujourd'hui, on vous traite comme cela se doit. Et quand le gouvernement était en train de dire qu'il n'y aurait plus de grève dans les centres de santé, mais j'en avais pas cru. C'est les libertés qui étaient en restriction. Aujourd'hui, on en profite parce que vous n'irez plus dans un centre de santé au Bénin aujourd'hui sans qu'on ne s'occupe de vous. Lorsque vous allez dans le format de centre de santé communautaire, moi j'en ai beaucoup parcouru dans le cadre des missions et autres recherches que je suis en train de faire, mais j'ai découvert que il y a du travail qui se fait à ce niveau-là. C'est systématique et régulier aujourd'hui de voir les agents de santé descendre dans les écoles et tout, les proximités pour faire, quoi? Des prospections. Oui, non, pour donner, pour faire de la vaccination, pour donner des médicaments aux enfants, pour s'assurer que les questions de cantine scolaire, ça se fait dans des conditions d'hygiène qu'il faut. Alors, et puis un minimum d'équipement, la disponibilité des médicaments, et la traçabilité dans la gestion des ressources, la lutte contre les ventes illicites de médicaments, et la question de l'accueil. Il y a un vaste projet qu'on a dénommé sécurité du patient. D'accord? Donc, tout l'ensemble des comportements qui permettent à un patient qui vient d'être en sécurité. D'être à l'aise. Alors, lorsqu'on a installé Chic à Bobo-Calavi, c'est d'abord pour régler un problème, c'est de dire, mais quand on a vu ce qu'on investit dans les évacuations et combien de personnes avaient la chance d'être évacuées, alors qu'on pouvait faire du transfert de compétences, de la technologie et voir grand et installer quelque chose du genre. On a pensé que c'était de l'illusion, c'était des promesses de politiciens, mais le président Patrice Talon avec le gouvernement, il a concrétisé ce projet. Il a concrétisé et je connais des boss à moi, je n'ai pas encore la chance d'y aller, mais je connais des boss à moi qui sont allés, il a fait des examens là. J'ai eu, je vais une anecdote, j'ai pris un rendez-vous avec un des grands boss que je fréquente beaucoup et on devrait se voir à 1h demain. Mais quand vous dites boss, c'est comme si c'est pour des grandes personnalités. Non, non. C'est ouvert à tout le monde. Hein? Oui. Moi, c'est ouvert à tout le monde, je suis d'accord. Mais celui avec qui j'ai eu cette histoire-là, bon, moi, je sais pourquoi je l'appelle boss. Et on comprend également pourquoi. Il m'a dit, il m'a pas dit que là-bas, il a payé les yeux de sa tête. C'est ça. Donc, je peux y aller aussi. Je dis simplement que je ne suis pas encore allé là-bas. Mais on avait rendez-vous. Et il m'a dit, ben écoute, on va décaler, tu m'attends 1h. Je vais en consultation au niveau du Chic. Et je vais faire un examen, je vais prendre le résultat revenu. Je dis tout ça en 1h. Je l'attendais dans son cabinet quand il va là-bas, l'examen a été fait. Et là, il a les résultats. Il a les résultats, il est revenu dans son bureau. Il a respecté l'horaire. Et ça veut dire quoi? Et quand il est revenu, c'est ce qu'il m'a dit. Il me dit, mais je me suis senti comme un prince. On s'est bien occupé de moi. Le cadre était bien. Et tout le personnel. Et il ajoute que même le personnel local, donc pédinois, qu'il a eu l'impression que, mais comment on a formé ces personnes-là? Ça veut dire qu'avec les mêmes personnes qu'on avait dans les centres de santé, dont on déplore les comportements et tout, si on les met dans les cadres qu'il faut, et on les forme comme cela se doit. Ils sont capables de faire les meilleurs. Donc, il ne faut pas faire seulement au niveau du Chic. Il faut élargir ça dans, voilà. C'est pourquoi il faut avec les autres penser en même départements. temps aux centres qui sont dans les départements. Donc, c'est une très bonne chose de penser. Et que vous soyez dans le septentrion, au sud, à l'est ou à l'ouest, vous êtes béninois, donc vous avez droit à tout cela, même si le Chic n'est pas partout. Eh bien, il faut qu'on ait des centres de santé qui soient aux normes scientifiques internationales requises par l'OMS. Alors, Jules Léandre Kiti, j'ai du plaisir à vous entendre avec vos développements, mais nous allons continuer dans cet entretien. Il faut dire que ces décisions montrent un gouvernement qui continue d'avancer tel que vous l'avez dit, même dans un contexte politique chargé. Et donc, l'actualité politique à présent, on va en parler, est aussi marquée par des repositionnements importants en vue des élections communales, municipales et législatives de 2026. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je l'avais dit il y a beaucoup de mois derrière au micro des confrères de la radio nationale, en disant que 2025
parce qu'on n'était pas encore en 2025, c'est en disant que 2025 sera l'année de tous les bouleversements. D'accord? Et après, j'ai signé une chronique que j'ai intitulée Les 3 heures inévitables, c'est-à-dire le rajeunissement de la classe politique, la recomposition de la classe politique et le renouvellement de la classe politique. C'est-à-dire quoi? Vous avez des gens, une classe politique, une catégorie d'acteurs politiques qui arrivent au soir de leur vie politique, qui se battent comme de beaux diables pour se maintenir. Ça va être compliqué. Tout au moins, les forces physiques vont leur manquer. C'est ça. Suivez mon regard. C'est clair, c'est clair. Il y en On a constate. qui se battent pour dire on veut exister encore, mais ils sont obligés de se mettre en mode patriarche. Ce n'est plus l'activisme. Vous avez également une catégorie d'acteurs politiques qui sont un peu comme dans la classe intermédiaire. Des gens qui, depuis 1990, ont fait très peu de temps en mode tâcheron politique ou teneur du sac, mais qui ont pris leurs responsabilités, qu'on a vu il y a 10, 20 ans derrière, et qui se sont battus, qui sont là, qui ne sont pas finis, d'accord, mais à côté de qui on retrouve des jeunes qui, de 90 à aujourd'hui, ont tenu les sacs. Alors, le jeune de 90 qui vous tenait les sacs politiquement, qui était en train de mettre les affiches depuis 90, aujourd'hui, il a 35 ans. Il doit garder également son sac. Il découvre qu'il a les compétences, les qualités maintenant pour aller front lui-même. C'est ça. Surtout qu'au bilan, lorsqu'on fait le bilan de l'action politique du personnel politique béninois, on a l'impression, fondamentalement, et c'est malheureux, qu'on n'a pas beaucoup travaillé à préparer ou à tenir compte, à gérer les intérêts d'une jeunesse qui a grandi. Donc, sans accuser les aînés, cette jeunesse-là s'est retrouvée à lire et à comprendre, à intégrer dans ses compétences de vie courante la phrase de Frantz Fanon qui dit que chaque génération, dans une relative opacité, découvre sa mission, l'accomplit ou la trahit. Et puisque c'est dans l'intérêt de cette jeunesse de ne pas trahir cette mission-là, eh bien, vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui réclament dans les formations politiques d'être positionnés. Et vous avez observé, ça, j'ai dit pour les élections générales de 2026, on n'avait même pas encore lancé la constitution des listes, que j'ai dit, il sera impossible pour les partis politiques de ne pas positionner beaucoup de jeunes, de ne pas choisir des candidats jeunes, sinon ils auront du mal avec l'électorat. Observez que au niveau des duos à choisir pour les élections présidentielles, le facteur jeunesse a joué dans tous les camps. Surtout. D'accord? Et la mouvance présidentielle, avec toutes les capacités qu'elle a, n'a pas été capable de choisir autre qu'un jeune, quelqu'un en qui la jeunesse va se retrouver, comme on revient à Douadaï. Alors, c'est vrai, on a mis Maman Mariam Tanata à côté, avec tout, qui n'est pas moins jeune dans la tête, il danse, et qui, dans sa dynamique maternaliste, va accompagner. Du côté de FCBE, vous avez vu, mon père, il n'est pas vieux, mais notre confrère, Mouani, il est jeune. Donc, et si même le parti, les démocrates, avaient été ils avaient aussi autorisés, justement, on aurait eu un candidat comme Renaud Agbodio, la quarantaine, bien donc sûr. 43 ans. Donc, pour moi, c'est ça aussi. On dirait que c'est l'année de la jeunesse. Oui, c'est aussi, ça aussi ce qu'on demande, ce qu'on attend des analystes politiques. C'est de rentrer à une dimension presque prophétique pour voir, pour dire voici les hypothèses. Quand vous prenez les élections législatives, c'est la même chose. Il y a beaucoup de régions où c'est les jeunes, les femmes jeunes également, pour les communales aussi. Mais non, j'avais également dit que la recomposition de la classe politique allait se faire. Mais il y a des gens qui m'ont rétorqué que non, la réforme du système partisan a tout réglé. Je dis non, la réforme du système partisan n'a jamais interdit que quelqu'un exerce son droit de quitter tel parti politique pour aller à un autre. On n'a même pas interdit de créer d'autres partis. C'est simplement qu'on a coxé les conditions de survie de ces partis politiques. Ce qui fait réfléchir par cette fois celui qui veut créer le parti politique. Donc vous allez voir, il y a eu
le Soubosso, PRD qui avait envie de partir. Et PRD ne s'est pas levé pour vouloir partir de UPR comme ça. C'est parce qu'il y a eu des sirènes de l'autre côté. Il y a eu des gens qui ont dit il y a plus d'intérêt de l'autre côté. Alors, est-ce que vous saviez, par exemple, que un parti comme Renaissance nationale de Mme Prudential déciderait à quelques encablures des élections générales de dire, bon, de façon responsable, maintenant, je fais une fusion avec l'Union progressive de renouveau. Et pendant longtemps, ce parti a toujours, toutes les fois que le parti sent qu'il n'est pas respecté dans les accords ou dans les démarches, eh bien, il dit non, a toujours pris sa position, bien sûr. Et c'est ce qui a fait que le parti a tenu jusque-là. Ça n'a pas marché. Mais ensuite, la somme d'expérience incarnée par Claudine Prudential et tous ceux qui sont autour d'elle mérite que ce soit dans une décision, une démarche responsable, une démarche libre de toute pression, qu'une fusion comme ça se fasse. Vous avez vu quand, dans la 6e circonscription électorale, un nom comme Claudine Prudential est arrivé dans la tanière de une acceptation totale. L'UP Le Renouveau, il s'est trouvé très peu de gens, ou quasiment pas de personnes pour dire mais c'est qui celle-là? Non, c'est pas possible de lui dire ça. C'est pas au contraire une joie. Et quand elle a ressenti une joie. Et quand elle est venue, vous avez vu, ça a eu un effet thérapeutique face au virus de la division où tous les acteurs de l'UPR, de la 6e circonscription électorale se mangeaient le nez. C'était les guéguerres tous les jours, toutes générations confondues. C'est ça. Mais elle vient, je ne sais pas si c'est la grâce divine liée étroitement à la femme, à la mère, mais c'est également que, n'étant pas dans leur querelle, quand elle vient, et dans le positionnement, le chef de l'État et les dirigeants, la haute direction de l'UPR, ayant œuvré pour qu'il y ait des gens relativement jeunes et dynamiques qui soient positionnés, eh bien, quand elle vient, autour d'elle et autour de ceux qui sont positionnés, on se dit, il n'y a pas de guéguerre à se faire. Encore qu'il y en a plusieurs positionnés aussi bien pour les élections communales que pour les élections législatives, que moi j'ai vu dans l'environnement de Mme Claudine Prudential. Et dans l'UDBN par le passé, qui, quand vous prenez quelqu'un comme l'actuel maire d'Abomey-Calavi, il a fait... Il a été militant de l'UDBN. Bien sûr, vous prenez le CA de Godomey, il a été militant et conseiller de l'UDBN. C'est ça. Et donc, et puis quand vous prenez une brave dame comme Madame Dan, elle s'appelle, non? Christelle Dan. Christelle Dan. C'est un ami Christelle Dan. Une dame qui a de la mesure, projette une image propre. Ça, il faut la saluer parce que venant d'une femme, et on n'en compte pas beaucoup quand vous parlez des chroniques ou des shows. Aujourd'hui, quand je vois cette dame dans la 6e, et les rares fois que j'ai eu l'occasion de la rencontrer, je dis, voilà une dame. C'est une brave femme. Donc, bref, quand vous prenez même au niveau des partis de l'opposition, il y a eu de la recomposition parce que même si c'est tombé en déconfiture, vous avez FCBE qui n'est plus FCBE d'avant, qui a décidé d'entreprendre une autre vision de son opposition au régime, qui dit, mais la réforme permettant de faire des accords, tout ça, je l'ai fait. Et donc, FCBE devient plus sérieux, FCBE qui réussit à faire ses dossiers pour toutes les élections et tout. Maintenant, j'ai dit, il y aura des recompositions, il y aura des chamboulements. Recomposition, c'est également que vous voyez le parti Les Démocrates se vider de sa substance et des ténors du parti Les Démocrates qui démissionnent. Certains qui vont vers UP ou BR pour se repositionner, certains sont positionnés. D'autres qui, au niveau, pour ne prendre que l'exemple
de la 17e circonscription électorale où vous avez quelqu'un comme Léon Commun Arossi, qui, vice-président du parti Les Démocrates, dit pour les élections présidentielles, moi je soutiens mon fils en griffe, Omer Douadaï. Je vous rappelle que ce facteur, ça paraît banal, mais c'est important. C'est important. Le département du Mono n'a jamais eu un fils qui soit devenu président. C'est important. Pour quelqu'un de son âge, ça peut jouer, ça. Il peut ne pas vous le dire. Mais quand, comment il s'appelle, Arossi dort, se réveille, il se dit, mais attends, il ne sera pas dit. Un fils du Mono a voulu être président. Et je n'ai pas soutenu. Alors, ensuite, il démissionne des démocrates. Bon, ça, et il n'est candidat à rien. Il est candidat à rien. Ça fait une recomposition de la classe politique dans la 17e. Parce que, Arossi candidat, Atiémé est bouclé dans une bonne mesure. Parce que l'UP et le BR se battent là-bas. J'aime bien mon ami Joseph Anani, que j'ai connu comme aîné depuis l'université, mais il a été maire de Atiémé. Mais comme le disent les Ivoiriens, quand il est en face de Arossi, on dira même souris sous les connaît Kafou de chat. Donc, chacun connaîtra sa place. Très bien. Alors, quand lui n'est pas candidat, ça change les donnes, même dans les autres communes de la 17e, Comé, Grand Popo, vous avez un certain gagnant qui revient à la charge et qui n'a pas la trouille de Arossi présent dans la course. Donc, quand vous allez dans tous les départements, c'est comme ça. Vous regardez la 8e circonscription électorale, qui savait que on ferait les élections de 2026 sans Rachid Baladji, sans Sam Seibou à Dambi. Et ça dit, en tout cas, ce sont de très bons exemples qui ont été donnés à la jeunesse. Renouvellement et recomposition de la classe politique. Tout cela se réalise aujourd'hui et je suis très fier de voir que ce que j'ai projeté là se réalise. Vous êtes un devin? Non, je ne suis pas un divin, mais moi je suis de ceux qui pensent que quand vous développez, c'est-à-dire vous analysez avant de développer. Et quand vous a donné, vous préparez, vous a donné pendant un certain nombre d'années à l'exercice du décryptage des faits et du discours politique. On travaille actuellement suffisamment sur le discours politique, sa qualité, mais vous êtes capable de dire des choses, ne serait-ce que 2-3 hypothèses pour dire ça sera comme ça. Et quand un certain nombre de facteurs sont réunis et que vous les mettez à la lumière des réalités théoriques des sciences politiques, vous êtes capable de dire des choses, on va penser que vous êtes devin. Non, ça va se réaliser de cette façon. Vous voyez beaucoup d'autres acteurs politiques contribuer au débat, au discours politique. Julien Bokiti, on va continuer avec cet entretien et le cadre est en train de faire son geste. Alors, il y a une information dont on va parler en quelques minutes. La procédure ouverte contre l'ancien président Thomas Boni. Où est-ce qu'on en est? La suite de votre question me paraît provocatrice parce que vous me demandez de mettre à la place de l'officier de police judiciaire, vous me demandez de mettre à la place de la justice, mais bon... Analyste politique que vous êtes, voilà. Un analyste, avant de l'être, il faut qu'il soit informé lui-même. Je sais qu'il y a eu des convocations qui ont été données. Les avocats de Boni Yahi, Renaud Albodo, Jules Lodjou se sont présentés. La police, la hiérarchie policière a estimé que il faut que les intéressés se présentent. Après, je n'ai plus vent de ce que on les a convoqués à nouveau, mais les convoquer, c'est de leur adresser une convocation. La loi ne fait pas obligation à la police judiciaire de communiquer autour des convocations. Mais la loi dispose également quand même que quand pour une affaire concernant quelqu'un, vous lui donnez des convocations, avant d'en arriver à 3, vous êtes à même de l'interpeller, la police. Mais là, il se fait que ceux qui sont en cause, c'est vrai, on dit qu'on est tous égaux devant la loi. J'y crois en me contentant de lire la loi, mais je suis un partisan de la théorie de Marc Bonan, le plus grand orateur francophone vivant,
qui dit, qui travaille, qui fait un discours farouchement contre la notion d'égalité des hommes. Non, nous ne sommes pas égaux. Je suis désolé, dans la société, on n'est pas égaux. Selon ce que vous êtes, selon le champ dans lequel vous jouez, selon le pouvoir que vous avez, les choses se passent autrement. L'essentiel, c'est que le citoyen lambda, lui, ne soit pas brimé quand aussi on doit faire une procédure par rapport à lui. Il se fait qu'il y a un facteur réel, il y a un élément factuel qui peut justifier le fait que ce dossier, on a l'impression que c'est au point mort. Il y a que l'ancien président Boni Yayi, après être allé voir le président Patrice Talon, son successeur, pour lui demander de violer violemment toutes les lois de la République, de piétiner toutes les prérogatives des institutions, pour forcément faire participer, ils sont partis les démocrates aux élections présidentielles, ce que, bien évidemment, Patrice Talon a refusé. Après avoir fait ça, il a pris son avion, il est allé à l'étranger, et de là-bas, il a décrété une vacance sanitaire, comme si le duo de LD était validé, il allait partir du Bénin. Bon, il est parti là-bas, il décrète sa vacance sanitaire, et de là-bas, il fait des accusations très graves, qui, visiblement, moi, quand je regarde la gravité des propos tenus, devraient contribuer à aggraver sa situation vis-à-vis au niveau de la justice. Alors, depuis, il n'est pas revenu au pays, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu dans les débats qui se font, je ne l'ai pas vu sur le terrain, parce que Boni Yayi sur le terrain, là, ça ne se repose pas. Il serait déjà allé saluer les vendeuses de quelque part. Non, mais il s'est donné une vacance sanitaire, vous venez de le dire. D'accord, mais quand il va finir ses vacances sanitaires... Pour le moment, il n'a pas encore fini les vacances. D'accord, quand il va finir, je pense que la justice aussi va continuer son travail. Donc la justice attend qu'il finisse ses vacances, c'est ça? La justice c'est attendre, l'action n'est pas éteinte, en tout cas... si je m'en tiens aux informations que j'ai à ma disposition. Forte actualité de ce dimanche 7 décembre 2025. Une attaque, un coup d'État, une tentation de coup d'État. Bon, comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui s'est passé hier? Julien Kitty. Ben je pense d'abord, je m'incline sur la mémoire de ceux qui sont tombés sous les balles de ces mutins, de ces hors-la-loi, je les appelle comme ça, de ces ennemis de la République. J'ai eu la douleur, une grosse douleur d'apprendre tôt ce matin que l'épouse du général Bada, directeur de cabinet militaire du chef de l'État, s'est éteinte ce matin après avoir reçu des balles de ceux qui ont attaqué le domicile de son mari. Sa fille aussi a reçu des balles. Heureusement, elle est encore aux soins, prendre guérison à elle. Et je pense à tous ces militaires qui sont blessés également, et tous ces civils qui sont blessés, qui sont aux soins également, ou d'autres qui sont morts. Cela dit, j'ai vécu comme vous, comme tous les Béninois, une journée terrifiante, une journée de frayeur, ce dimanche 7 décembre 2025. Une journée d'incertitude où la guerre était, la bataille était sur le terrain, les militaires, les mutins et puis les forces régulières qui se battaient. Mais la guerre était encore plus rude sur le plan communicationnel, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Où j'ai eu l'impression qu'il y avait des Béninois qui étaient véritablement ennemis de notre pays, il y en avait à l'intérieur, il fallait les lire seulement, il y en avait hors du pays, et il y avait également des communicants ou des citoyens ou des autorités des pays de ce qu'ils appellent AES, Burkina, Niger, Mali, qui s'extasiaient à l'idée de voir le Bénin tomber. Et ça a renforcé en moi ce patriotisme-là qui m'a amené à poster un premier message pour dire, mais ce pays, avant d'entendre le chef de l'État le dire, que moi je dis que l'arme la plus efficace qui permet de défendre une nation, c'est l'âme. Cette fois-ci, sans se confesse un peu, l'âme de ce peuple. Quand l'âme d'un peuple refuse la déstabilisation, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi se prépare n'importe comment. Il est sur le dérouté. Et ensuite, chaque autorité, chaque agent, force de l'ordre, joue dans le dispositif de sécurité son rôle
avec détermination, mais avec une inspiration presque divine. Il ne sait pas comment il devient extrêmement intelligent, habile, pour poser les actes qu'il faut pour que l'ennemi échoue. Sinon, ceux qui sont allés jusqu'à prendre en main la SRTB, la télévision nationale, dans l'histoire des coups d'État, il faut les étudier. Les télévisions nationales, les médias publics sont des points stratégiques. Quand c'est pris, c'est qu'ils ont déjà entouré, ils ont déjà encerclé le président en exercice, l'autorité qui veut tomber. La plupart des responsables d'institutions sont déjà dans les rangs. Mais les militaires n'ont pas été capables de faire ça. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Pendant qu'ils attaquaient le domicile du directeur de cabinet militaire du chef de l'État, ils attaquaient simultanément le domicile du chef d'état-major de l'armée de terre, le domicile du commandant je crois il y a la garde nationale également. Donc, franchement, c'est une action qui a été très bien préparée par les gars et depuis longtemps, parce que tel que c'est coordonné au plan communicationnel avec des gens, des malades comme Kémy Séba, eh bien, on sent que c'est un truc qui était préparé. Mais heureusement, notre pays s'est bien défendu. Et en plus, avec le soutien des pays sont des pays composants de la force de la CEDEAO. Merci donc aux forces nigérianes qui ont contribué également à cela. Et merci, bravo et du courage au chef de l'État qui a eu le cran pour apparaître et faire un message pour rassurer les populations. Vous voyez, jusqu'à dans l'après-midi d'hier, mais personne n'était rassuré. Il y avait ces mutins-là qui se permettaient même de prendre des décisions du genre. Il n'y a plus de cours dans les établissements scolaires dans le pays. On suspend tout, on suspend tout. Tout le monde avait peur jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, j'estime que Dieu, les mains de nos ancêtres ont encore sauvé le Bénin. Mais au-delà de ça, il faut qu'en tant que citoyens, nous puissions... Et ça, je regarde droit dans votre caméra pour demander au chef de l'État, franchement, on ne peut pas être gentil jusqu'à être gentil sur des choses comme ça. Et vous avez dit, Monsieur le Président, que cette forfaiture ne sera pas impunie, ne restera pas impunie. Il faut bien qu'elle soit extrêmement punie. Il faut qu'elle soit punie avec le dernier degré qu'il soit de la rigueur républicaine. Ça veut dire qu'il faut que le ratissage continue et que ces mutins puissent être récupérés, cueillis chacun. Ce qu'il constitue jusque-là encore des menaces pour la population. Oui, parce qu'on en a cueilli, on en a interpellé, on en a neutralisé, mais il y en a qui sont en fuite. Le cerveau est encore là. Et heureusement, les hauts gradés de l'armée qui ont été kidnappés, ils ont été libérés. L'armée régulière béninoise a pu les libérer aujourd'hui. Ça, il faut préciser aussi. C'est une opération professionnelle qui a été menée pour les libérer. Ce n'est pas un acte de bonhomie des mutins. Et donc, à partir de ce moment, il faut qu'on les traque jusqu'au bout. Et le fameux colonel Pascal Tigri et ces éléments, il faut qu'ils répondent de leurs actes et que leurs complices et leurs commanditaires soient identifiés également et punis avec la dernière rigueur. Julien Tketi, quel impact ces événements peuvent-ils avoir sur la suite du processus électoral encore? Le premier impact que cela peut avoir, c'est au plan psychologique. Il fallait organiser des élections, participer à des élections aussi bien pour les différents acteurs, c'est-à-dire les acteurs institutionnels, les institutions, ceux qui animent les institutions, qui sont chargés d'organiser les élections. Il y a la classe politique, les acteurs politiques directs, ceux qui sont candidats, comme ceux qui animent les partis politiques en liste. Il y a maintenant le peuple électeur, les citoyens lambda. Chacun reçoit un choc d'abord. Il y a des gens... Il y aura des gens pour se demander est-ce qu'on pourra faire la campagne dans ces conditions, parce que c'est le 26 décembre que la campagne commence pour le compte des législatives et des communales. Mais il y aura des gens également pour se dire mais est-ce que tout est vraiment calme? Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir des situations? Chacun va vouloir faire chose. Et même les institutions vont se demander est-ce que nous avons toutes les garanties? Et c'est en cela que la force en attente de la CEDEAO qui va s'installer est très nécessaire. Pour que d'ici quelques jours, on aura d'ailleurs des décisions du gouvernement. C'est clair, un gouvernement responsable va pouvoir analyser la situation
et pouvoir prendre certaines décisions importantes. Mais si, par exemple, dans les enquêtes, d'office, on va être prudent sur le fait que est-ce que ça va remettre en cause le processus électoral, on n'en est pas encore là. Mais si, par exemple, les gens font les enquêtes régulières et qu'on découvre que parmi les commanditaires, parmi les complices de cet acte-là, par exemple, qui n'a pas de couleur politique, si on découvre qu'il y a des acteurs politiques majeurs qui sont impliqués dans cette affaire, par exemple, il va falloir les extirper de ce jeu électoral et les mettre à la disposition de la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Voilà que, pour ne prendre qu'un seul exemple, il est dit que lorsque les dossiers sont déposés au niveau de la Sénat, on ne peut changer ce dossier-là, on ne peut changer des candidats que si la personne meurt ou si la personne est vraiment invalide, on ne peut pas faire autrement. Mais dans le cas d'espèce, il y aura toujours une solution, je crois bien. On trouvera une solution, c'est pour dire que l'influence sera à ce niveau également. Si on en trouve, moi je dis n'importe quoi, je ne dis pas que c'est exactement ça, qu'il y aura un candidat ou un responsable. C'est des analyses que vous faites. Très bien. Des projections, des analyses. Donc, s'il y avait des cas comme ça, ça veut dire que les institutions vont se concerter, le droit va être interrogé, la jurisprudence va être interrogée, et puis on verra s'il y a eu des cas similaires, comment on a fait, et quelles sont les parades qu'on peut trouver. Et je souhaite bien qu'il n'y ait pas de cataclysme, et surtout, au lendemain d'une tentative de coup d'État, à ce degré-là. Il y a eu d'autres tentatives de coup d'État, mais ce n'est pas arrivé à ce niveau. Ça veut dire que tous les services de renseignement de l'État sont en alerte. Toutes les forces de défense et de sécurité de l'État sont en alerte. Ça veut dire qu'on est un peu dans une situation exceptionnelle qui ne dit pas son nom. Si d'ici quelques jours, il n'y a plus de poche de résistance et qu'il n'y a plus de risque qu'il y ait d'autres velléités du genre, eh bien, comme ça se dit dans le milieu sécuritaire, les spécialistes de la sécurité, c'est que le niveau d'alerte va descendre de rouge. C'est une question de niveau. Les spécialistes savent ça. Dès que ça arrive à ce niveau, tout ce que vous appelez loi, tout ce que vous appelez processus, tout ça, là, la priorité n'est pas là. C'est de sécuriser les Béninois d'abord. C'est ça. Donc, il faut prier pour que d'ici quelques jours, eh bien, les dirigeants, les décideurs, les spécialistes de la sécurité, les praticiens de la sécurité puissent constater que, ben bon, il n'y a plus de quoi se faire peur. Et puis voilà, on va pouvoir continuer le processus comme il se faut. Et si c'est nécessaire que même que la Sénat en arrive à revoir son calendrier, pourquoi pas l'essentiel, comme on le dit chez nous, dans un adage dans mon village maternel, on dit souvent, mais ce qu'on s'est donné soi-même comme un projet, ça ne doit pas dépasser. Ça ne doit pas vous terrasser, ça ne doit pas devenir une pression irrésistible pour vous-même. C'est nous-mêmes qui nous sommes donné notre calendrier pour dire on veut faire les élections. Mais si après il y a des situations imprévues, le pays ne peut pas être dans cet état-là et puis bon, sans rien prendre comme disposition, on ne le ferait pas. De toute façon, certains pourraient penser aussi qu'avec ce coup-là, c'est ce qui a foiré, on pourrait penser que notre pays est devenu encore plus faible. Il faut que le gouvernement revoie tout le dispositif sécuritaire et de renseignement et qu'il s'assure qu'il donne la garantie que bon, tout est le chef de l'État l'a fait hier, il a rassuré les populations. Il y a plus de peur que de mal, mais il va également renforcer la sécurité pour ces populations. Le ministre également de l'Intérieur l'a notifié. J'ai oublié de rendre hommage à notre frère qui a été depuis 10 ans dans le rôle de porte-parole du gouvernement, Wilfried Moubedi. Quand j'ai pu l'avoir au téléphone, j'ai vu quelqu'un de très courageux. C'est pas un militaire. Je l'ai vu dans les images hier à côté du chef de l'État. Il ne peut pas en avoir autrement. Oui, mais écoutez, c'est un mérite que d'avoir ce courage. Vous savez, dans les pays où il y a des coups d'État qui marchent, parmi les personnes que les putschistes prennent comme trophée,
il y a très souvent les porte-parole dedans. Hein. On les présente comme bon. Voilà, notre porte-parole n'est pas prenable. Julien Petit, votre mot de fin pour cet entretien. Non, mon mot de fin, c'est de vous remercier pour l'invitation. Vous souhaiter beaucoup de chance. Merci. Et ce sera un plaisir pour moi de revenir ici, d'autres rendez-vous, pourquoi pas. Et une fois encore, j'ai envie de dire aux dirigeants de mon pays, aux membres du gouvernement, aux chefs de l'État, aux porte-parole du gouvernement, aux forces de défense et de sécurité et à tous les Béninois, que tant que nous allons être en union sacrée contre l'ennemi, il échouera, il tentera 1000 fois, il échouera 1000 fois. Et moi, j'ai envie de vous dire, chers internautes, téléspectateurs de Josia Web TV, que c'est la fin de cet entretien que j'ai eu le plaisir de diriger avec, ou de conduire avec mon confrère d'hier, aujourd'hui devenu acteur politique Jules Léandre Kitty. Je l'ai réalisé avec la complicité technique de Fondi Mario. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous prochain dans les prochains jours sur votre média Josia Média, la chaîne qui vous suit. Suivez-la.